dire, un peu plus général à Geoffroy sur son parcours pour le présenter. Et puis, Clarisse, qui est ma partenaire aujourd'hui, interrogera plus spécifiquement Geoffroy sur la politique de l'art et l'art politique dans le livre L'art impossible. Et puis je reprendrai moi la parole pour terminer avec des questions peut-être un peu plus précises et critiques. Alors Clarisse et moi, on est des déçus ou des traumatisés des conférences habituelles. Et donc on veut un format assez court et direct. Donc il n'y aura pas de questions du public à la fin. En fait, on veut réserver ce moment-là en informalité dehors. Donc je pense qu'on ira fumer une cigarette. Et si vous avez des remarques ou des questions, sentez-vous les bienvenus de venir à l'extérieur les poser. Voilà un peu pour le cadre général. Alors, je pense qu'une des choses... on m'entend bien, ça va? Ça va. Une des choses très importantes, quand on parle de ton travail, Geoffroy, c'est, au fond, il y a des choses qui reviennent, c'est cette image de l'intellectuel engagé, de l'intellectuel critique de ton appartenance à la gauche. Et dans tous tes livres, tu hérites d'une filiation intellectuelle qui est Sartre, Bourdieu, Foucault, enfin surtout Bourdieu d'ailleurs, on va nous en parler, mais qui incarnait une image de la pensée, toujours en rapport avec le présent, et une activité théorique qui ne soit jamais déliée d'activité pratique. C'est-à-dire une attention constante aux luttes qui émergent et à ce qui fait le présent. Et on pourrait dire finalement que tu es un sociologue du présent, et c'est intéressant parce qu'on a souvent l'habitude de concevoir le présent sur le mode du négatif, ou sur le mode du manque. Et je pense que, par exemple, le présent de l'université, le présent de la politique, etc., qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui est plus possible aujourd'hui? Et quand on lit tes livres, on quitte ce mode pessimiste, en fait, et on se permet de voir que le présent a tissé de nouvelles propositions politiques. Et je pense que d'ailleurs la critique a souvent marché comme une manière aussi d'utiliser des abstractions parfois vides, comme une manière de se délier de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et ce travail-là, je pense qu'il est important dans le contre-feu que tu proposes face aux philosophies de la désespérance, qui font un peu boutique de nos désarrois et de nos désespérances. Et quand on lit tes livres, on est rempli de tout ce qui tisse le présent, de tout ce qui fait le présent. Alors la première question, c'est une question un peu simple. Moi, j'ai envie de te demander ce que tu pourrais nous raconter. Comment dans ton parcours, au fond, le présent a commencé à de plus en plus te requérir. Comment et pourquoi c'est important de t'engager à gauche et comment aussi il y a eu un contraste en fait entre des premiers livres qui pouvaient avoir un aspect plus théorique et des livres aujourd'hui, enfin en tout cas une fonction aujourd'hui que tu donnes, que tu incarnes, qui a un certain rapport à l'actualité, d'intervention de l'actualité, avec des livres plus courts, des livres d'intervention. Et voilà. Et donc j'avais un peu envie de t'entendre là-dessus. Et c'est aussi une manière de te présenter à tous celles et ceux qui te connaissent ou ne te connaissent pas si bien. Voilà. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup Noé et Clarisse pour cette invitation. Je suis très heureux et très intimidé d'être là. C'est vraiment plus c'est intéressant cette question du présent parce que alors je sais pas comment dire, parce que déjà moi sur la question de la gauche ça, bon, je vais dire des choses que j'ai peut-être déjà dit, etc. Mais c'est vrai que moi, je pense que enfin, c'est pas je pense, je suis absolument certain, je pense que c'est démontrable que l'activité de pensée, c'est-à-dire le fait de vouloir dire un certain nombre de choses qui ont un rapport avec cette vérité, et sans quoi, à mon avis, il n'y a pas de norme de pensée si jamais elle n'est pas indexée à l'idée de dire la vérité ou de poser un certain nombre de choses qui ont un rapport avec l'idée de vérité, elle est nécessairement liée à une volonté de transformation sociale. Que l'une des choses qui est pour moi peut-être la chose la plus importante, c'est que le monde social est un monde social de fiction, un monde de mensonges, un monde de dénégation, c'est-à-dire à travers lequel les institutions ou les opérations de pouvoir se livrent à nous à travers des récits ou des fonctions qui sont complètement contradictoires avec la vérité objective de ce qu'elles sont.
Et que de cette manière, en fait, objectiver le monde social et même avoir envie de parler du monde social, en vérité, pour moi, ça a toujours été vouloir parler de l'écart entre la réalité et les discours qui sont produits sur la réalité, qui sont en fait très souvent mensongers par rapport à la réalité, qui sont complices de la reproduction des systèmes de domination, de captation, de prédation qui vivent dans le monde social, ou de mutilation de la vie. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, il n'existe pas de différence entre être de gauche et penser. Je pense que, de toute façon, à partir du moment où on se met dans une activité de transformation sociale, on a nécessairement pour objectif d'avoir une conscience de ce qui est. Donc, qu'est-ce que c'est que la peine, qu'est-ce que c'est qu'un tribunal, qu'est-ce que c'est qu'un État, qu'est-ce que c'est que l'université, qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, etc. Et que la condition même de produire des transformations effectives suppose de faire un diagnostic vrai de ce qui est. Et moi, ce qui me frappe en vérité de plus en plus, en fait, dans le monde social, c'est à quel point la manière dont nous nous rapportons au monde est mensongère par rapport à la vérité de ce qu'est le monde. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'idée fondamentale de la sociologie, qui est l'idée selon laquelle, en fait, les institutions ont des fonctions objectives qui sont différentes des fonctions subjectives qu'elle promeut. Des exemples sont connus, par exemple l'école chez Bourdieu, voilà, où Bourdieu va dire voilà, l'école va avoir plein de discours pour se légitimer, la méritocratie, sélectionner les meilleurs, instruire, etc. Et puis Bourdieu, quand il va objectiver qu'est-ce que c'est que l'école, à quoi ça sert concrètement l'école. En fait, ça sert à maintenir la reproduction des inégalités et à faire passer des inégalités de naissance pour des inégalités de mérite. Et donc ça sert à la légitimation des reproductions des inégalités en système démocratique. Donc la fonction objective de l'école est différente de la fonction subjective qu'on lui donne, et si on veut la transformer ou si on veut la défendre, il faut partir de sa vérité objective. C'est les thèses de Foucault sur la prison, où il dit voilà, on a tout un ensemble de discours sur la prison depuis le 19e siècle, sur la réhabilitation, sur la transformation morale du criminel, sur l'arrêt civil, etc. Et puis en fait, la fin de surveiller et punir, où il va dire en fait, il y a une fonction objective de la prison qui est de produire un milieu délinquant et de produire de la récidive. Et c'est pour cette raison qu'en fait, la récidive n'est pas un échec de la prison, mais c'est sa fonction objective en fait de produire des gens qui sont prisonniers de l'appareil d'État et prisonniers de trajectoires délinquantes, en fait, pour transformer des individus en délinquants et pour pouvoir, comme ça, les contrôler. Le tribunal, par exemple, que moi j'ai pris comme objet d'en juger, voilà, le tribunal n'a pas pour fonction, à mon avis, d'établir la culpabilité des gens. Toute personne qui a été dans un procès, qui est avocat, qui est juge, je sais qu'en gros, 95% des gens jugés sont coupables. Donc la fonction d'un procès n'est pas de savoir si quelqu'un est coupable, c'est fait d'avance. Donc la fonction d'un procès, c'est ce que j'essaie de démontrer dans le juger, c'est de fabriquer une narration antisociologique du monde pour pouvoir déporter la responsabilité de la société à un individu dans sa biographie singulière et sa psychologie. Donc c'est un rite de dépolitisation de la délinquance et des illégalistes ou des trajectoires délinquantes. De la même manière sur la police, enfin le livre que j'ai fait avec Assa Traoré, Le combat d'Anna, qu'est-ce que c'est la police, la thèse à laquelle on aboutissait, c'était maintenir une suprématie blanche sur l'espace public et faire disparaître les corps noirs et arabes de la circulation publique. Donc en fait, il y a les fonctions objectives des institutions, des opérations de pouvoir, de l'État, de l'université, de l'art, du musée, etc., qui sont différentes de leurs fonctions subjectives. Et à partir de ce moment-là, l'acte numéro 1 d'une pensée transformatrice, c'est de dire la vérité des institutions. Et à tout moment, on objective la vérité des institutions, on objective leur caractère mensonger, leur caractère répressif, et donc la nécessité de les transformer. C'est l'idée très belle de Adorno, qui est selon laquelle la vérité est un concept oppositionnel, c'est-à-dire que dire la vérité sur une institution, c'est déjà appeler à la transformer. Il prend l'exemple de Marx, c'est la question du marché. Si vous montrez que l'échange entre personnes libres, etc., en fait, est un rapport d'exploitation, objectiver la vérité du rapport marchand, c'est eo ipso appeler la transformation de la société capitaliste. Donc dire la vérité et dire je veux te changer, ou je veux te transformer, ou tu es dégueulasse, c'est la même chose. Et donc il n'y a pas de différence entre la vérité critique et la vérité politique, en vérité, entre le réel et la politique. Voilà. Et donc voilà, ça c'est déjà je pense c'est important. Donc c'est pour ça que moi de plus en plus, c'est vrai que je le dis un peu dans la conscience politique, pour moi l'acte fondamental de la pensée c'est le réductionnisme, c'est-à-dire de réduire les institutions à ce qu'elles sont et essayer dans la tradition de la phénoménologie en fait de faire une réduction de la réalité à ce qu'elle est, indépendamment des représentations ou des fictions qui sont données sur la réalité. Cette question du présent elle est intéressante d'un point de vue épistémologique parce que moi par exemple, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au présent parce que je ne crois pas du tout à l'histoire en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de scepticisme sur l'importance de l'histoire pour comprendre le présent. Et je suis de ceux qui pensent qu'au fond, la vérité de la société, il faut être présentiste pour comprendre la société.
Très souvent, quand il y a eu le meurtre de George Floyd, par exemple, et qu'on a parlé de Black Lives Matter, et puis ça a été comparé à Assa Traoré, à Adama Traoré, les gens disent mais c'est pas la même histoire. Et donc on peut pas comparer, c'est pas la même histoire, etc., l'esclavage et tout. Et en fait, moi je pense que ça, c'est des déviations idéologiques, que autour de moi, vous avez un noir qui meurt sous la force d'un policier, par une technique d'interpellation qui est la même, qui dit la même phrase, je ne peux pas respirer, et qui meurt, c'est la même scène. Et donc elle est redevable de la même analyse, peu importe que l'histoire soit différente, parce que la structure de pouvoir, elle est là, elle s'abat aujourd'hui, et elle est réductible à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc moi, je pense qu'effectivement, l'intérêt de l'histoire n'est jamais une opposition à la vérité. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, la vérité des institutions, elle est en elle-même, aujourd'hui, telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on a vu la sociologie est une discipline plus puissante que l'histoire pour critiquer la société, et même pour s'opposer à la société. Et que, d'une certaine manière, j'essaye de faire vivre, à mon avis, une forme de réductionnisme, qui est aussi une forme de présentisme. J'ai pas besoin de faire une histoire de la justice, ou une histoire de l'État, ou une histoire du musée, pour comprendre la fonction objective du musée, qui est aujourd'hui telle qu'elle est. Et donc, le présent, pour moi, se suffit à lui-même, et c'est dans cette zone-là que j'essaie d'établir des moments de critique. Très bien, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une chose importante à dire pour les artistes intellectuels étudiants ici, c'est au fond que lorsqu'on va chercher des ressources sociologiques, philosophiques ou même historiques, c'est au fond, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est ne mettez pas trop à distance le présent quand on va chercher ces ressources-là. Parce que l'important, c'est toujours d'avoir en face le présent, d'y agir et pas de s'y laisser sidérer. Alors, à propos de ton engagement, moi j'avais envie de revenir sur, plus spécifiquement d'ailleurs, déjà un petit peu sur sortir de notre impuissance politique, enfin sur une idée où au fond, ce que tu nous dis souvent, que je trouve intéressant, c'est qu'à gauche, on n'a pas à choisir entre finalement s'engager à gauche dans des luttes sociales, organiser le désordre et occuper les institutions, occuper les places de la diffusion du savoir, publier dans des grandes maisons d'édition, etc. Et qu'on n'a pas à choisir quand on s'engage à gauche entre des choses comme ça. Et il y a quelque chose que tu dis souvent, c'est que la révolution, c'est pas tellement ce qu'on croit, de descendre dans la rue, prendre la rue, etc. Mais qu'il faut, et là tu l'as dit, enfin tu as parlé de l'appareil d'État, mais qu'il faut s'emparer de l'appareil d'État pour faire passer des nouvelles lois et mettre les gens de droite dans la rue, et les obliger eux à manifester. Et que c'est ça la révolution, beaucoup plus. Alors moi j'ai retrouvé une phrase de Deleuze qu'on cite assez peu dans l'abécédaire sur G comme gauche, sur qu'est-ce que c'est qu'être de gauche. Et Deleuze dit être de gauche, c'est créer le droit. En fait, il critique les droits de l'homme, il critique les notions de justice qui sont pas des idéaux abstraits aussi qu'on utilise souvent lorsqu'on est à gauche. Et il dit en fait la gauche c'est pas du tout ça. La gauche c'est faire de la jurisprudence, c'est faire des études de cas. Et au fond, donc, ce que tu nous racontes, comme ça aussi une autre manière de présenter tes engagements, c'est pourquoi toi tu trouves qu'en passer par les institutions, en passer par le droit, là tu l'as un peu mentionné, ça peut être aujourd'hui beaucoup plus révolutionnaire que ce qu'on conçoit comme ce qui est d'habitude révolutionnaire. Oui, j'ai juste un mot sur le format libre, parce que j'y reviens là-dessus sur l'action du présent. Il y a une auteure dans laquelle je suis assez distant en vérité en termes d'écriture, mais qui en termes d'éthos intellectuel, de moi je me sens de plus en plus proche d'elle en termes d'éthos seulement, c'est Hannah Arendt. Donc je suis en désaccord avec 95% de ce qu'elle a écrit, mais elle a fait un texte très très beau sur comment elle se définit jamais comme philosophe, mais comme théoricienne politique, et où elle dit, en fait pour moi la théorie politique c'est la théorie du présent précisément, c'est quelqu'un qui essaye de réfléchir aux problèmes, à des enjeux qui émergent à des moments donnés. C'est pour ça qu'elle a écrit sur la revendication des droits civiques, sur les obéissances civiques, sur les Panama Papers, sur Eichmann, etc. Et de s'engager comme ça dans de mettre la réflexion théorique au service des urgences politiques qui émergent à des moments donnés. Et elle dit une chose très très belle, elle dit à partir de ce moment-là, la forme d'intervention va dépendre du moment et du type d'objet. Et elle dit, moi je ne vais pas du tout hiérarchiser entre conditions de l'homme moderne et un essai dans le New Yorker sur Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter c'est la revendication des droits civiques à ce moment-là, puisque en fait c'est des manières pour moi d'appréhender, donc par exemple Eichmann à Jérusalem, qui est pour le coup là, un très très grand livre, qui était des chroniques dans le New Yorker
au début avant d'être rassemblés sous forme de livres. C'était des articles de journaux, en fait, et c'est devenu un des livres classiques aujourd'hui de la théorie politique. Elle peut faire ça, et des essais, etc. Et qu'en fait, l'idée selon laquelle, quand vous êtes engagé dans le fait que penser, c'est penser quelque chose qui a un rapport avec la contestation sociale ou les enjeux qui servent à quelque chose, quoi, et que vous avez envie de le penser parce que c'est là et vous vous dites que c'est mal pensé, et ben la forme, elle va nécessairement être adaptée au sujet que c'est. Et effectivement, on ne fait pas le même livre si jamais sortir d'une science politique ne peut pas être un traité de 800 pages inaccessible aux militants politiques, cher, aussi conservatifs militants qui soit à 5 euros, qui soit pas cher et tout, parce que c'est un livre qui a une fonction d'être accessible, d'être diffusé, etc. Donc il prend une forme différente de la conscience politique, il prend une forme différente de juger, etc. Et moi, je ne hiérarchise plus du tout maintenant entre ces types d'interventions-là. Je veux dire, c'est vraiment en termes de contenu, pour moi, c'est pas moins théorique, c'est ça que je veux dire. C'est des formes théorico-politiques qui sont liées à des moments et à des nécessités d'écriture ou d'impact. Mais pour moi, le contenu théorique est vraiment quasiment le même. En fait. D'ailleurs, en fait, là, après, il y a des temporalités dans la pensée. Là, c'est comme tout le monde, je m'ennuyais pendant le confinement, et puis alors, j'ai fait des petits livres. Mais là, j'ai un plus gros projet sur la pensée sociologique. Là, je fais un petit livre sur la sexualité, etc. Donc, voilà. C'est quoi la question? Ah oui. Désolé, c'était quoi? Ah oui, les institutions. Voilà. Moi, je dis toujours, je ne suis pas révolutionnaire. Je ne crois pas que la catégorie de révolutionnaire soit pertinente pour penser l'action politique, parce que l'idée révolutionnaire est nécessairement liée à l'idée d'un centre de pouvoir qui condenserait l'ensemble des luttes ou l'ensemble des mécanismes, qui a forcément la mythologie du grand soir, d'un million de personnes dans la rue qui prennent un espèce de lieu mythique qui serait l'Élysée, le Palais Royal, etc., et qui pensent que quand on abat un système de pouvoir, on les abat tous. L'idée révolutionnaire, elle est liée à une espèce de monisme politique, à une homogénéité du temps politique, à une vision simpliste des systèmes de domination et d'hierarchie, et qui, de ce point de vue-là, est une idée qui, à mon avis, est fondamentalement conservatrice, en un sens, parce qu'en nous détournant de la manière dont les luttes peuvent être menées concrètement, c'est-à-dire dans leur singularité, dans leur pluralité, dans leur contradiction aussi, fait qu'on ne mène jamais les luttes concrètes qu'on veut mener, qu'on mène toujours aucune lutte au nom de « il faudrait que la lutte devienne révolutionnaire », ce qui fait que souvent les mouvements sociaux qui sont indexés à l'idée de convergence des luttes, par exemple, passent plus de temps à essayer de converger qu'à lutter pourquoi ils sont apparus. Donc là, moi je l'ai vu dans plein de luttes s'auto-détruire par la mythologie de la convergence des luttes, et qui de ce point de vue-là, en fait, qui constitue l'une des formes de l'automutilation des forces progressistes aujourd'hui, qui consiste à croire se donner du pouvoir dans le moment même où on est en train de se détruire de sa capacité à agir concrètement sur les systèmes de pouvoir. Quand vous luttez pour la précarité étudiante, quand vous luttez pour les drogues, quand vous luttez pour le travail du sexe, quand vous luttez pour le mariage gay, quand vous luttez pour la pornographie, quand vous luttez pour les drogues, etc., pour la prison, vous ne luttez pas nécessairement contre le néolibéralisme, vous ne luttez pas nécessairement contre le droit des migrants, vous ne luttez pas pour le droit des migrants, vous ne luttez pas nécessairement pour la question des féminicides, etc. Voilà, il y a des tensions, il y a des contradictions, il y a même des indépendances radicales entre les différents types de luttes. Et l'idée révolutionnaire, de ce point de vue-là, elle est nécessairement une idée qui nous éloigne des lieux réels de la transformation concrète. Même la révolution russe n'a pas changé les rapports de genre en URSS, n'a pas changé les rapports familiaux, n'a pas changé la question des drogues, n'a pas changé la question de l'homosexualité, n'a pas changé la question des prisons, donc même la forme de l'État même. Donc en fait, il n'y a jamais eu de révolution. L'idée révolutionnaire n'a jamais existé. C'est un pur mythe. Ça n'a pas existé une révolution. Et même il y avait des travaux plutôt conservateurs mais intéressants sur la Révolution française qui n'a pas transformé la forme État, qui n'a pas transformé des centaines de choses. Donc en fait, l'esclavage et tout. Donc en fait, l'idée révolutionnaire est une idée nulle pour penser la politique radicale. C'est vrai, ça n'a aucun sens être révolutionnaire. Ça veut dire je suis conservateur, ça je ne changerai jamais rien. Et en fait, c'est compatible avec le conservatisme. D'ailleurs, on le sait très bien. Des centaines de gens qui se définissent comme révolutionnaires, au fond, aboutissent à des pratiques politiques ou des vies qui sont des vies mutilées ou auto-exclues. En fait. C'est-à-dire, en fait, on va vivre le fait qu'on est révolutionnaire, le fait qu'on fait rien, qu'on est dans les institutions que personne ne reconnaît, qu'on n'existe pas, et on va croire c'est le mythe qu'aujourd'hui appelle de l'artiste maudit, qui se vit comme d'autant plus pur qu'il ne fait rien, que personne ne le reconnaît, que personne n'en parle, mais au fait, finalement, personne ne le reconnaît, personne n'en parle, et il n'a rien fait pour transformer complètement les systèmes de pouvoir. Donc en fait, c'est pas comme ça que fonctionne la transformation sociale. Il y a un très très beau texte de Marcuse que moi j'aime beaucoup, c'est peut-être un des penseurs politiques pour moi les plus importants en fait. Aujourd'hui, moi j'essaie d'écrire un livre aujourd'hui sur la question aussi de l'amour et de l'amitié, et de la critique de la civilisation, de la famille et tout. Et Marcuse dit dans un livre très beau qui s'appelle Après la Révolution, qui est que la modernité est caractérisée par l'éclatement du sujet progressiste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on avait cette espèce d'idée dans la gauche que le sujet révolutionnaire c'était le prolétariat. Mais que le prolétariat, en fait, c'est petit à petit intégré, alors c'est des analyses de Marcuse, ça c'est pas de la galerie, mais c'est intéressant, c'est petit à petit intégré à l'appareil productif, avec des demandes qu'il appelle lui consuméristes, bourgeoises, etc., donc le thème de l'embourgeoisement de la classe ouvrière, c'est pas un vocabulaire que je reprendrai, mais c'est lui qui le dit.
Et donc il dit en fait petit à petit les forces, les foyers de contestation, ils sont nés de ce que lui appelle les marginaux improductifs, c'est-à-dire tout un ensemble de groupes en fait qui sont en opposition par rapport à des systèmes de pouvoir, mais qui sont éclatés par rapport à l'idée d'un seul sujet révolutionnaire. Et il prend par exemple les Noirs dans les ghettos américains, qui sont exclus de l'école, qui sont visés par la police et par la prison, qui sont exclus de la consommation, etc. Il prend les femmes, notamment exclues du travail, minorisées, etc. Il prend les étudiants, qui sont en porte-à-faux par rapport au système de la consommation, qui portent d'autres valeurs, même s'ils sont bourgeois, peu importe, les mouvements écologistes, etc. Et il dit qu'en fait, on a affaire à une forme de pluralité du sujet contestataire, de ce qu'il appelle donc les marginaux improductifs, que je pense être une très belle catégorie, et que la gauche, elle doit accepter qu'en fait, même il y a des plateformes, il dit au fait, le féminisme aujourd'hui, c'est le marxisme. En fait, c'est-à-dire que si vous visez quelque chose d'une transformation radicale, la forme contemporaine du marxisme, c'est le féminisme, c'est l'écologie, c'est le mouvement étudiant, c'est le mouvement noir, etc. Mais c'est nécessairement pluriel. Alors lui disait, devant cet éclatement du sujet révolutionnaire, il faut construire ce qu'il appelle des plateformes, pour faire des alliances entre toutes ces luttes pour essayer de les rassembler. Et toute la politique est toujours hantée par cette idée de rassembler. C'est la catégorie du populisme, Chantal Mouffe et Laclos, qui est fondée sur l'idée qu'il faudrait toujours rassembler. Et moi, j'avais défini une fois dans un texte à Saint-Galen, l'idée que moi je suis pour un marcusianisme sans système, c'est-à-dire le systemless marcusianisme. C'est-à-dire en fait, c'est très beau l'idée d'un éclatement des forces contestataires improductives, mais qu'on ne peut pas les réconcilier. Voilà. Et que chaque lutte a sa singularité. Si vous vous battez contre la mort d'Adama Traoré, et contre le système qui produit la mise à mort régulière de jeunes garçons noirs et arabes par les forces de police, vous n'allez pas nécessairement contester le néolibéralisme, la question migratoire, la question étudiante, etc. Même la question de l'homophobie ou du traitement des femmes, etc. Mais ça n'empêche pas que c'est une lutte importante à mener dans sa singularité. Et cette transformation-là, elle passera. Et elle passera quasi nécessairement par ce qui est susceptible de produire des transformations concrètes sur la vie des gens, c'est-à-dire soit des lois, puisque en fait on ne peut pas produire une transformation d'un système par une action non systématique, et ce qui est systématique aujourd'hui c'est l'État et le droit, soit on peut se regarder par la culture, c'est la théorie bourdieusienne, new-yorkienne du pratico-inerte, des habitudes culturelles qui peuvent changer beaucoup de choses à la manière de vie, même si les lois sont identiques, mais qui supposent de garder leur autonomie, leur singularité, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'État n'est plus du tout un principe vide du point de vue de la transformation effective, et parce que l'État est comme tout, il est pluriel, il est contradictoire, il est hétérogène. En fait, l'État, ça n'existe pas. Ce que j'essaie de dire dans l'action politique, ce qui existe, c'est des gouvernants, sur des individus particuliers qui réussissent à s'approprier l'appareil d'État, à produire un certain nombre de lois et à nous gouverner de certaine manière. Mais si jamais c'était d'autres gouvernants, il pourrait y avoir une image de l'État très très différente. Et d'ailleurs, l'État fonctionne déjà de manière contradictoire entre la sécurité sociale, qui pense qu'on n'est pas responsable de ses maladies, et l'État pénal qui pense qu'on est responsable de ses crimes, par exemple. Il y a deux principes de construction de la responsabilité ou collective ou individuelle déjà à l'œuvre dans l'État, qui sont contradictoires, qui jouent l'un contre l'autre. Et l'État est un principe incohérent. Bourdieu parlait de la main droite et de la main gauche de l'État, qui sont toujours en bataille, ceux qui ont une vision sociologique, collectiviste, rationnelle du monde, et ceux qui ont une vision individualiste, guerrière, concurrentielle, etc. Et déjà dans l'État, ça existe cette hétérogénéité. Et donc, je pense que l'État est l'un des lieux, en fait, les plus importants de la transformation sociale. Et les institutions, en général, on peut toujours en faire quelque chose de progressiste, de l'école, de l'hôpital, de l'université, peut-être même de la police, ou on peut en faire quelque chose de dégueulasse et de fasciste. Et donc, c'est plus on va les conquérir, plus on va les transformer pour en faire un lieu de l'émancipation. Oui, merci. Ben, oui, c'est vrai. Il y avait une belle phrase de toi qui disait il n'y a pas de révolution à venir parce qu'il n'y a pas de système centralisé qui nous gouverne. Et il faut accepter, je pense aussi accueillir plutôt, je dirais, c'est le terme, la diversité et l'éclatement des luttes, comme tu as parlé, c'est très juste. Merci. Oui, c'est pour ça que moi je dis, par exemple, je ne suis pas révolutionnaire, je suis radical. Et je pense que c'est très différent d'être radical et d'être révolutionnaire. Je vais passer la parole à Clarisse. Je te laisse. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, j'allais plutôt poser des questions sur ton essai qui s'intitule L'art impossible. Et je me permets d'un petit peu résumer le propos pour celles et ceux qui auraient peut-être pas lu le texte. Mais donc, voilà les grandes idées, j'espère que je serai fidèle. Dans L'art impossible, tu construis, depuis le point de vue de l'engagement politique, une espèce d'équation infernale pour l'art. Donc tu présentes les choses selon une alternative qui se révèle être une double impasse pour l'art du point de vue de l'action politique. Et voilà l'alternative.
soit l'art est apolitique, il s'extrait du monde politique, il se conçoit comme une pratique neutre, à visée gratuite, purement esthétique, mais alors là, il échoue, parce qu'il n'y a pas de pratique neutre, parce que la neutralité, elle recouvre le plus souvent une complicité non avouée avec les systèmes de domination. Ou alors l'art est politique, il cherche à être politique au sens émancipateur du terme, mais alors là, il échoue aussi, parce que l'art est loin d'être la forme la plus efficiente d'action politique, et qu'à la limite, en fait, lorsque l'art est performant sur le plan politique, il cesse d'être de l'art, il se transmue en discours théorique, ou peut-être même en action directe. Donc plus l'art remplit des défis politiques, plus il s'abolit lui-même et bascule dans autre chose que lui. En fait, l'art qui réussit vraiment à être politique, c'est plus de l'art, c'est de la politique. Grosso modo, c'est ça l'équation infernale de l'art. Du point de vue politique, l'art, quelle que soit la visée qu'il se fixe, l'art échoue du point de vue de l'engagement politique. Alors bien sûr, dans ton essai, on n'en reste pas là. Tu proposes quand même, malgré cette équation, de penser un art qui serait oppositionnel, par opposition à un art dit collaboratif. Et tu envisages en particulier 2 leviers dont l'art devrait se saisir pour répondre à une vocation politique. Et ce sont plutôt en réalité des leviers négatifs, c'est-à-dire plutôt des écueils à éviter. Le premier levier, ce serait que l'art doit s'empêcher de succomber à sa tendance fictionnelle. Et le deuxième levier, ce serait de dire que l'art doit s'empêcher de fonctionner par énigmatisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'art doit s'empêcher de succomber à sa tendance fictionnelle? C'est que l'art, pour être politique, doit renouer avec le réel, c'est confronter plutôt que prétendre vouloir s'en abstraire. Il doit dire le réel pour rompre avec des logiques de domination qui sont des logiques de mensonge, comme tu l'exposais encore tout à l'heure. Donc ton raisonnement, c'est le suivant. Si ce qui importe en politique, c'est de faire vérité pour faire justice, et là on peut prendre l'exemple du combat à la main, si ce qui importe en politique, c'est faire vérité, alors l'ambition d'un art politique, elle ne devrait pas être différente. Elle devrait être celle de faire vérité, plutôt que de construire des récits qui sont dépolitisés et qui relèveraient d'univers parallèles. Et le deuxième levier, l'art doit s'empêcher de fonctionner par énigmatisation. Pour le dire positivement cette fois, c'est de dire que l'art doit s'autoriser à être didactique. Il faut expliciter la démarche artistique au lieu de la mystifier. Donc l'artiste doit expliquer ce qu'il veut dire dans l'œuvre au lieu de construire des énigmes. Et à partir de là, j'aurai des questions qui concernent ces 2 leviers. J'en ai une première qui est peut-être un peu plus courte que la deuxième. Dans ton essai, tu fais observer que la gauche, et là il faudrait peut-être préciser les politiques de gauche plutôt que les pensées de gauche, la gauche a tendance à réduire la question du politique en art à une question d'accès, une question d'accessibilité. Et dans ce cas, le point aveugle serait de ne pas interroger le caractère déjà problématique de l'art sur le plan politique. L'art, et ça mériterait peut-être aussi de préciser un peu lequel, l'art procède par violence symbolique. Il a pour fonction de tracer des frontières sociales entre les publics. Dès lors, si nous, on veut un art politique de gauche et qu'on est conséquent, ça n'a aucun sens de se demander comment rendre accessible un art de la violence symbolique, un art de l'exclusion. Il faut arrêter de se demander comment faire pour ramener les gens dans les musées, parce que rendre accessible un art de l'exclusion, c'est perpétuer la violence. Donc ça, c'est une analyse d'inspiration bourdieusienne, à laquelle tu te rallies, et qui me semble entrer en tension avec l'exigence que tu poses d'un art didactique. Alors, à mon sens, l'impératif de l'art didactique, ou l'exigence de dire explicitement, c'est supposer notamment une chose potentiellement problématique sur le plan politique, c'est supposer qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et que d'autres ont à écouter ou à comprendre. Donc autrement dit, si on peut se demander si l'exigence d'un art didactique, d'un art qui explicite, un art qui dit directement quelque chose, si on peut poser cette exigence-là, on peut se demander si cette exigence-là, ça n'est pas reconduire plus loin un rapport de force
qui se situe en fait aux antipodes de conditions émancipatrices. Est-ce que, voilà, c'est là ma question, est-ce que l'art didactique, ça n'est pas finalement adhérer de manière non interrogée au principe de l'autorité de l'auteur en art? Est-ce que ça n'est pas un peu rejouer une partition du sensible un peu classique, partition du sensible au sens de Rancière? C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas finalement découper le réel de la manière suivante? D'un côté, celui qui sait versus celui qui ne sait pas. D'un côté, celui qui dit versus celui qui doit comprendre. Est-ce que ça n'est pas souscrire à une épistémologie paternaliste, et je dis ici paternalisme, pour caractériser une situation dans laquelle il y aurait une personne qui se sent investie d'une mission d'apporter des lumières à des gens dont on projette qu'ils sont non sachants et à éduquer. Ouais. Ben, oui, alors, alors juste je dis un tout petit mot sur un mot qu'on emploie depuis le début, et pour que ce soit clair sur la catégorie d'engagement. Il est engagé, elle a engagé ça. Ça, je pense que c'est un point très important, parce que enfin, je n'ai pas dit ça moi, mais peu importe, un point auquel je tiens beaucoup, c'est que personne n'est pas engagé. Voilà. Ça, moi, c'est une catégorie que je récuse quand on me présente comme intellectuel engagé ou l'art engagé, etc. À partir du moment où le monde est réel, où il y a des systèmes qui sont là et qui nous précèdent, des systèmes d'interlocution, de diffusion, de pouvoir, de hiérarchisation, etc., toute personne qui s'inscrit dans une pratique qui, de fait, ratifie les dispositifs qui sont là, est engagée, ne serait-ce qu'à leur perpétuation, par son ignorance de leur existence. Mais quand Bourdieu a existé, est-ce qu'on peut encore ignorer ce que c'est que le musée? On peut encore ignorer ce que c'est que le concert? Est-ce qu'on peut encore ignorer ce que c'est que l'école? On ne le peut pas. Donc en fait, c'est même pas qu'on l'ignore, ou alors quand il y a eu des théories de la police et que la police fait genre elle comprend pas très bien, bah, c'est très bien. Donc en fait, c'est même pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils le veulent, et qu'ils veulent reproduire cette forme de distinction, tout simplement parce que moi je crois beaucoup à l'idée bourdieusienne selon laquelle en fait une grande partie de ce qu'on appelle le sentiment esthétique, en fait c'est un sentiment de distance de classe. C'est-à-dire en fait ce qu'on éprouve comme plaisir quand on va dans un musée ou quand on va à un concert, c'est très très difficile de distinguer un sentiment qui serait autonomement, c'est pas français, mais, qui serait intrinsèquement esthétique, du plaisir que c'est de goûter à des objets ou d'avoir accès à quelque chose dont quelqu'un d'autre est privé. Et jusqu'à quel moment est-ce que le sentiment esthétique n'est pas le sentiment d'accès à ce qui prive autrui de quelque chose, et ce sentiment de supériorité qui se voit, au fait, Didier Répond le dit dans Retour à Reims, au petit sourire qu'on a quand on va au musée, quand on va au concert, cette satisfaction de soi, d'y être là, d'être ceux qui participent à ce type de cérémonie culturelle, qui est en fait une manière de dire j'appartiens à ceux qui sont légitimes à entrer dans un musée, dans un concert, et ce sentiment-là, je l'éprouve d'autant plus que je sais que les barbares n'y ont pas accès et le savent et en sont intimidés. C'est un engagement. Ça. Et donc en fait, tout artiste, même le plus abstrait, etc., même le plus inconséquent, est engagé, autant que moi. Mais lui, il reproduit la domination culturelle ou la violence symbolique, et j'espère, moi, essayer de la mettre en question par certains aspects. Et donc personne n'est pas engagé. Donc la catégorie d'engagement est une catégorie, ou de politique même est une catégorie vide, en fait. Hein. Tout le monde est politique, tout le monde est engagé. Il n'y a pas de hors-monde, donc il n'y a pas de non-politique, il n'y a pas de non-engagement. La question c'est pourquoi vous vous engagez, et est-ce que vous partez de la vérité du monde pour essayer de produire un art, un rapport intellectuel, un rapport politique, un rapport amoureux, un petit peu moins complice des forces de la domination et de la prédation. Deuxième chose sur l'art, je pense qu'il faut, alors sur la radicalité de la question de l'art, moi je pense que Bourdieu a tout à fait raison, on vit tous sur le mode d'une forme de terrorisme que produit l'art sur nous, c'est-à-dire en gros, on accepterait de tout détruire sauf des œuvres d'art. Bourdieu fait cette remarque dans une émission de radio que je cite au début de mon livre en 72, où il dit s'il y avait eu une révolution prolétarienne en France, on peut imaginer que le mouvement casserait l'Élysée, casserait les routes, casserait le feu, etc., mais qui s'arrêterait à la porte des musées. Et qu'il y aurait une forme d'impossibilité d'aller détruire des œuvres d'art, d'aller brûler des livres, etc., alors qu'on peut très bien casser d'autres monuments. Et Bourdieu se demande qu'est-ce qui fait qu'on peut brûler des valeurs de flics, mais on ne peut pas brûler un livre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la révérence à la culture est tellement puissante qu'il y a comme une espèce de terrorisme qu'exerce la culture sur nous, comme si c'était l'intouchable dans une société. Et Bourdieu dit qu'il ne faut jamais que l'interrogation radicale sur l'art parte du principe qu'il faut absolument sauver l'art. Et toujours faire un discours, en fait, à la fin pour le sauver. C'est la grandeur de l'humanité, c'est ce qui nous rassemble, etc. Donc ça, c'est une manière de ne jamais poser radicalement la question, est-ce qu'on pourrait pas produire quelque chose de totalement différent, qui s'appelle un autre type d'art, socio-esthétique, j'en sais rien, et qu'on pourrait dégrader la valeur symbolique de toute forme de production. C'est pour ça que le but n'est pas toujours de dire, voilà, ce tableau de Van Gogh, il est superbe, et comment faire pour que les masses barbares le contemplent. Ce
qu'il appelle une entreprise de terrorisme culturel, je vais être obligé d'être intimidé devant Google, mais essayer de produire un type d'art qui pourrait produire d'autres types d'affects que des rapports de reconnaissance préalable d'objets dont on peut interroger la valeur radicalement. Et si on peut détruire la prison, pourquoi on ne pourrait pas détruire le Louvre? Ça, c'est très important de pas... Et ça, on est tous mal à l'aise quand on dit ça. Hein, c'est bizarre, hein, l'art, ce que ça nous fait. Mais il n'y a aucune raison, quoi. Moi, je peux tout intimider par là, hein. Franchement, ça me fait rien. C'est vrai, hein, franchement, en fait. Et alors, sur la question, la question du paternalisme, moi, je réponds oui, sans aucun problème. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est pas... à la limite, parfois, il y a certains domaines dans la vie où il faut se méfier de l'utilisation de catégories politiques ou de domination sur d'autres ordres. Parfois, sur la question du désir, c'est une question qu'on peut se poser, mais sur la question du savoir, par exemple, moi, quand un auteur m'apprend des choses que je ne sais pas, je me sens pas dominé. Je me dis pas, je suis un enfant et c'est un rapport paternel. Je me dis, ah ben il y a quelqu'un qui a travaillé, qui m'apprend des choses que je ne savais pas auparavant. Quand j'ai lu Bourdieu, quand je lis encore Bourdieu, quand les auteurs sortent des livres, des choses que je n'ai pas du tout pensé, je me sens pas du tout rabaissé. Je me sens pas du tout dominé, je me sens au contraire élevé. Je me dis, ah, c'est beau, et il m'apprend quelque chose, il me fait découvrir quelque chose, il m'émeut, ou il a compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. C'est pas un rapport de domination, ça, c'est même exactement l'inverse. C'est qu'on était avant dominé, aliéné par les savoirs, les pseudo-savoirs qu'on nous avait inculqués, et que quelqu'un qui a travaillé, qui a eu envie de dire quelque chose, me libère par rapport à ce que je prenais comme étant mon savoir, qui en fait était une aliénation, et me permet d'accéder à quelque chose qui est un savoir et qui me permet de me désaliéner en vérité. Donc je découvre la vérité. C'est exactement comme quand j'ai fait mon livre sur les lanceurs d'alerte. Moi je l'ai fait contre Snowden par exemple. Parce que Snowden passait son temps à dire je suis un patriote ou je suis un désobéisseur civil. Et moi mon livre il a consisté à dire non, Snowden tu n'es pas du tout un patriote. Tu as trahi, etc. C'est très bien. Et tu n'es pas un désobéisseur civil par rapport à la catégorie des désobéisseurs civils. Tu as produit un autre geste qui est la fuite, la sédition, le divorce, etc. Donc j'ai contesté le discours que Snowden avait lui-même de sa propre pratique parce qu'il avait intériorisé les catégories préalables du discours politique et donc il était parlé par un discours beaucoup plus qu'il était autonome dans sa pratique. Et moi, j'espère, en ayant dit des choses, je ne sais pas s'il a... Je sais que... Enfin, mais en tout cas, le fait d'apprendre quelque chose de quelqu'un n'est pas un rapport de domination. C'est même l'inverse. C'est le fait d'être ignorant, le fait qu'on est victime d'un rapport de domination. Donc moi, je crois beaucoup que quand on écrit, quand on crée, c'est parce qu'on veut dire quelque chose que les autres n'ont pas dit. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire. Moi, j'ai jamais... Alors, il y a des auteurs qui sont des ectoplasmes, qui passent leur temps à reproduire tout ce que tout le monde sait d'avance et qui sont applaudis tout de suite parce qu'ils redisent tout ce que tout le monde a envie d'entendre dans les milieux, etc. Moi, si c'est ce que nous avons parlé avec Noé au début, quand je prends la décision d'écrire un livre, c'est parce que je me dis, il y a quelque chose que je peux dire ou que je pense devoir dire qui n'a pas vraiment été dit dans cette radicalité-là, à un moment donné, comme il faut le dire. Ça peut m'amener même à critiquer Assa Traoré dans mon livre. On fait plusieurs trucs où on n'est pas du tout d'accord, parce que j'essaie de dire, je pense que tu te trompes sur les leçons de contre le faciès, sur les leçons de punition des policiers ou des gendarmes, je pense que c'est une erreur, etc. Mais c'est pas du tout un rapport de domination que de dire, ayant travaillé, ayant lu, ayant réfléchi, je peux apporter un savoir qui va t'aider à te libérer de formes de connaissances qui sont en fait des formes de mystification ou d'auto-aliénation. Donc moi, effectivement, si un artiste m'apprend pédagogiquement quelque chose et me fait accéder à quelque chose ce que Bourdieu appellerait un surplus de connaissances, surplus de conscience, ben c'est un effet libérateur. Et donc oui, je revendique totalement en fait cette posture-là. Et moi, je suis par exemple dans mes cours, c'est cours magistraux comme ça, personne ne pose des questions et tout. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout collaboratif. Je déteste les séminaires où tout le monde discute. Je crois beaucoup à la forme frontale et à la forme qui en fait est non autoritaire. Parce que ça veut dire que c'est la possibilité de se libérer de l'autorité. Alors que en fait, le discours spontané que tout le monde sait, c'est la meilleure manière de faire passer les idéologies spontanées pour des savoirs. Okay. Voilà. Merci. C'est quand même, enfin, si je peux répondre à l'intervention, je pense que c'est quand même postulé, en partir du postulat qu'il en va de connaissances et de savoir, voilà. Et c'est peut-être un schéma qui est peut-être appelé à être dépassé, de penser les choses en termes d'une dichotomie entre ignorance et savoir, qui nous oblige du coup à ne pas nécessairement apprendre au sens émancipateur du terme, mais oui, à fonctionner selon le modèle de l'instruction. Mais là, je crois que ce sont des modèles... oui, tu l'as dit à la fin de ton intervention, c'est pas... Pour toi, l'instruction peut être émancipatrice. Et moi, j'utilise le mot instruction, mais en référence à un texte de Rancière, je pense que tu dois connaître, c'est Le Maître ignorant. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que je posais la question.
Pour Rancière, l'apprentissage qui fonctionne sur le mode de l'instruction, où il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, est profondément vicié dans sa logique dès le départ, parce que le rapport de domination, on ne pourra pas en sortir, alors que voilà, si on part du postulat de l'égalité des intelligences et qu'on fait jouer l'autonomie de l'apprenant, plutôt que de concevoir le savoir comme une espèce de réservoir qui passe d'un réservoir à un autre qui serait vide, et ben on est forcément dans une logique de domination qui ne s'abolit pas au terme de la relation d'apprentissage. Enfin, c'est un tout autre modèle de pensée auquel, à mon avis, tu souscris peut-être pas déjà à la base. Ah oui, pas du tout. Même, je le dirais même plus radicalement, je pense que c'est la honte. C'est la honte ? Ah oui, vraiment, je pense. L'égalité des intelligences, c'est la honte ? Vraiment, je le crois. L'égalité des intelligences, c'est la honte ? Postuler comme un point de départ, absolument. Déjà, c'est pas vrai. Il y a des gens très bêtes. Non. Et c'est fondamental de le dire. En fait, il y a des gens trop plaisir. Non, je pense vraiment que c'est très important. Il y a des gens très bêtes. Et il y a des gens qui sont, ce que Bourdieu appellerait dépossédés, même de la capacité à former une opinion, même de la capacité à élaborer un raisonnement, même de la capacité à écrire, même de la capacité à penser. Donc, si on part de quelque chose de faux, on peut aboutir qu'à ce qu'en fait est du populisme épistémologique d'intellectuel. Et si Jean-Serge croit ça, qu'il arrête d'écrire des livres et qu'il arrête de toucher un salaire payé par des ouvriers. À partir du moment où... c'est bien, ça. Ah oui, je le crois vraiment. C'est-à-dire si jamais nous dites tout le monde pense l'intellectuel n'a rien à dire, bah, tu rentres chez toi et tu veux faire autre chose. Donc moi je suis payé par les ouvriers et par les travailleurs pour produire des connaissances et pour produire des choses qui font que s'il n'y a pas moi, ça n'existe pas. Si jamais on dit tout le monde le pense déjà et on est tous d'accord et tout le monde peut penser, etc., il n'y a vraiment aucune utilité à avoir une fonction d'intellectuel et même à signer un livre. Et même plus que ça, le constat sociologique de base, c'est l'inégalité, et même plus que ça, c'est les mécanismes construits, et bien sûr qu'il faut les déconstruire, et bien sûr qu'il faut les mettre en question, mais des mécanismes à l'œuvre de légitimité ou d'illégitimité différentes de rapport au savoir, de capacités différentes à formuler une opinion, de rapports différents à la culture, à la lecture, aux mathématiques, à l'habitus scolaire, etc. Et si vous détruisez la possibilité de vous libérer ou de libérer les individus des rapports inégalitaires de rapport au savoir et à la connaissance en postulant quelque chose qui est une fiction, comme il le dit, c'est un postulat, donc c'est une fiction, en fait vous n'avez aucun instrument concret de produire, de contrer les mécanismes de l'aliénation. Moi je suis désolé, mais quand un prof de maths me fait un cours, je suis un réservoir et il me remplit. Vraiment, je le dis vraiment comme ça. Quand j'ai fait des cours de maths, je ne savais rien au théorème de Pythagore, je ne savais rien au théorème de Thalès, je ne savais rien aux fonctions, aux matrices, à la déorganisation des matrices, etc., à l'algèbre linéaire et tout. Bon, ben voilà, quand mon prof de maths m'a construit le cordée réel devant moi, dans les 3 premières semaines d'Hippocagne, j'étais un peu... c'était beau, quoi. C'était construire tout un monde comme ça où les réels, les chiffres réels sont seulement un cas particulier d'un espèce d'univers de possibilités, de construction. C'est assez magique. Bon, ben, je l'ai appris, et quelqu'un me l'a appris, quelqu'un le savait, qui a travaillé 10 ans, etc., pour me l'apprendre. Et j'ai pas du tout vécu ça comme une domination paternaliste, mais au contraire comme une libération, une augmentation, un supplément, etc., que j'ai conquis grâce à un rapport professoral. Et donc moi, je suis pas du tout dans cette épistémologie. Vraiment, je pense que c'est une erreur... c'est intéressant parce que je ne le dis pas du tout de façon critique, mais c'est ce que dit Valérie Bourdieu aussi sur dans le mythe artistique de la spontanéité. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, en fait, ce qui empêche les gens d'accéder aux sentiments esthétiques, c'est précisément la pédagogie. Ce serait l'école, ce serait les frontières, etc., qu'il faudrait que les gens aient un rapport spontané aux œuvres, etc. Et Bourdieu dit c'est ça, c'est le plus grand mécanisme d'exclusion possible, et qui se fait passer pour généreux, parce qu'en fait, si vous ne donnez pas aux individus les clés pour pouvoir décoder le mode de production et d'appropriation d'une œuvre en postulant qu'ils vont l'avoir spontanément, en fait, les gens vont être complètement perdus quand ils n'ont pas ces clés, et ils vont être encore plus tétanisés que si jamais il y a des flèches, si vous leur expliquez, etc., et que le mythe de l'innocence de l'œil, en fait, c'est la négation par ceux qui ont fait 20 ans de fréquentation des musées pour accéder à ça, de nier ce travail sur soi qui est nécessaire pour changer l'expérience esthétique par rapport à l'expérience scolaire. Et pour Dieu dit très bien, l'œil, c'est les lunettes. Voilà. Il n'y a pas d'œil. Il y a des lunettes, et la question c'est quelles lunettes vous donnez à qui, comment vous les construisez et les distribuez égalitairement. Je veux juste, pour qu'on fasse un tout petit peu justice à Rancière, l'égalité des intelligences, c'est pas... il faut situer le niveau de discours, c'est pas la description d'un état de fait, mais ça se présente vraiment comme une parole performative. Mais après j'ai bien compris la suite du point. Oui, d'ailleurs Bourdieu et Rancière sont pas d'accord là-dessus.
retrouve à continuer sur quelque chose très fort dans l'inspiration de Rancé encore. Alors, ma deuxième question, elle met un peu plus de temps à être élaborée. Le plus souvent, donc, dans l'art impossible, les manières de penser les rapports de l'art à la politique sont extérieures à l'art. L'articulation art-politique, elle se fait sur un mode extrinsèque. Donc, pour le dire autrement, quand on essaie, il ne s'agit pas de penser le rapport à partir des spécificités de l'art. C'est pas de penser depuis l'intérieur de l'art ce qui pourrait être politique dans l'art. Concrètement, lorsque tu affirmes que l'art ne peut jamais s'instituer en pratique neutre, tu donnes à l'appui le plus souvent des exemples d'articulation art-politique qui sont des exemples d'articulation extrinsèque ou purement contextuelle. Exemple, dans ton essai, à un moment donné, tu dis qu'un chef d'orchestre devra se demander s'il accepte de se produire ou non en Israël. À un moment donné, tel artiste, plasticien, va devoir se demander s'il souhaite ou non collaborer avec tel ou tel sponsor capitaliste, etc. Et donc, ce sont des exemples à chaque fois de l'ordre du contexte. Du coup, ces questions politiques, on pourrait les poser à tout travailleur, toute travailleuse. On pourrait les poser autant à un boulanger et pas en propre en fait à un artiste. Alors bien sûr, il faut les poser ces questions parce que c'est une manière qu'a l'art d'entretenir des rapports à la politique. Mais c'est une manière seulement. Parce que, en dehors de ces aspects, il faut peut-être penser des articulations politiques de façon interne à l'art. Alors, piste. Ça supposerait de penser la forme comme directement politique et pas comme une enveloppe superficielle qui se superposerait de l'extérieur à un message politique préexistant. Ça implique de reconnaître à l'art une force politique de second niveau, donc qui se logerait dans la forme. Ça implique aussi de reconnaître que l'art pourrait fonctionner selon une causalité plus complexe, qui ne serait pas une causalité directe, mais une causalité diffuse, au sens où, en ce qui nous concerne, ce qui importerait en politique, de politique en art, ce serait davantage de forger une sensibilité, développer des affects, développer des énergies, des rythmes, qui sont de nature mobilisatrice dans le champ de la politique, plutôt que de véhiculer des propos, des idées, des concepts politiques. Alors en résumé, dans ce modèle de causalité plus diffuse, ce qui motiverait à agir, ce ne serait pas une idée, mais une sensibilité. Option peut-être du coup pour sortir d'un modèle paternaliste de l'autorité artistique, soit le premier choix préparateur. Ce genre d'hypothèse-là, hypothèse de causalité plus diffuse, ce sont des hypothèses qu'on peut retrouver chez Rancé et particulièrement dans le spectateur émancipé que je me permets de citer. On ne passe pas de la vision d'un spectacle à une compréhension du monde et d'une compréhension intellectuelle à une décision d'action. On passe d'un monde sensible à un autre monde sensible qui définit d'autres tolérances et intolérances, d'autres capacités et incapacités. Alors ma question, elle vient maintenant. Dans quelle mesure peux-tu dès lors, à partir donc de ce qui précède, considérer ou exclure que les sensations au travers de la forme peuvent produire du politique? Dans quelle mesure peux-tu considérer que l'enjeu politique de l'art serait l'expérience esthétique au sens étymologique du terme, l'esthésis, la sensation, le sentir? Et si ça paraît trop abstrait, j'ai un exemple. Ouais. Alors, ma question, c'est, pour simplifier les choses, c'est de dire, peut-on penser la forme comme une voie politique praticable pour l'art? Où la forme ne serait pas directement, causalement responsable d'une action politique, mais qui agirait selon une causalité diffuse, qui produirait des sensibilités, des affects, de nature mobilisatrice pour l'engagement politique. Ok. Alors l'exemple, c'est celui du jazz des années 50 que tu prends toi-même dans ton essai. Ce jazz sur lequel les blancs dansent, et ça, c'est problématique. Alors, je cite. À New York, dans les années 50, des musiciens noirs jouaient dans les bars dans lesquels des blancs se rendaient le week-end pour danser. L'une des questions que se sont posées beaucoup d'activistes fut celle de savoir si la fonction de la musique noire était de faire danser les blancs, de leur faire passer de moments agréables dans un pays où la ségrégation était toujours en vigueur. À quoi sert ce type de musique
qui divertissent ceux qui peuvent par ailleurs participer au système d'oppression des Noirs. Ok. Ça, c'est une remarque importante et qu'on ne peut pas négliger. En effet, donc, dans cet exemple, si on conçoit l'articulation art politique depuis l'extérieur, on est forcé de constater que cette articulation rate. Mais peut-être qu'en fait, sous un autre angle, il s'y joue quelque chose de plus subtil encore. Ce serait au niveau de ce que j'appellerais l'articulation intrinsèque de l'art et du politique, ce serait au niveau de la forme. Alors, l'articulation art et politique, elle est peut-être plus subtile que ce qui paraît de l'extérieur sur le plan contextuel. Et à ce propos, on peut prendre Baldwin à l'appui. Je cite un extrait de La prochaine fois, le feu. C'est un magnifique texte. Dans tout le jazz, et particulièrement dans les blues, il y a quelque chose d'acide et d'ironique, d'assuré et d'à double tranchant. Les Américains blancs semblent penser que les chansons gays sont gays et que les chansons tristes sont tristes. Et c'est exactement ainsi, Dieu nous pardonne, que la plupart des blancs américains les chantent, avec, dans un cas comme dans l'autre, des accents si incurablement, si spontanément prétentieux qu'on n'ose même pas imaginer la température du congélateur d'où s'échappent leurs braves petites voix asexuées. Seuls ceux qui ont été là-bas dans le sud, comme dit la chanson, savent de quoi parle cette musique. Ce dont parle Baldwin ici, c'est d'une langue cryptée dans le jazz que les blancs ne comprennent pas, même s'ils croient la comprendre sous prétexte qu'ils dansent sur cette musique. Au niveau le plus superficiel, les blancs dansent sur le jazz et ils y prennent du plaisir. À un niveau plus subtil, il y a tout un réseau de sociabilité qui leur échappe. Il y a tout un réseau de sens qui se crée, il y a une langue, des rythmes, des affects qui se créent et dont il serait présomptueux de sous-estimer le potentiel politique. Ce potentiel politique, en l'occurrence de la musique, il serait peut-être présomptueux aussi encore de penser qu'on pourrait le traduire purement et simplement et avec autant d'intensité dans un texte théorique limpide, clair, sans ambiguïté, sans énigme. La question, elle est toujours celle de la forme. Ma question, c'est celle-là. N'est-on pas poussé à envisager que la forme est une voie politique praticable pour l'art, en dehors de l'équation infernale de l'art impossible? Alors, je suis tout à fait contre qu'on applaudisse dans les trucs. Voilà, c'est clair. Mais ça sert à rien. Non, tu sais, il y a une très belle de phrase de Bourdieu qui est la vérité ne se mesure pas à l'applaudimètre. Et ça n'empêche pas que c'est une très belle question et que c'est un problème très important. Mais c'est juste que dès que vous mettez applaudir, il y a quelque chose qui se met dans la tête des orateurs qui devient vouloir être applaudi. Et quand vous voulez être applaudi, vous voulez toujours être un petit peu plus au-devant des attentes que vous estimez être celles de votre public. Vous finissez avec des phrases un petit peu plus chocs, etc., souvent un peu moins subtiles. Que vous pouvez avoir raison et pas du tout plaire, etc. Donc en fait, ça, je me souviens, j'ai fait un débat une fois avec Besancenot à la ONPA. Alors c'était devant 500 personnes militants de lui, etc. Il a commencé à parler, c'était comme ça. Alors c'était à moi, et de fait, malgré moi, j'étais condamné à parler un peu d'une manière un peu plus neutre que ce que j'aime, parce que je voulais être applaudi aussi, même si on n'aime pas trop cette éthos-là, à la fin, ça influence toujours le locuteur. Non, c'est vraiment... Je pense que vraiment, c'est en vérité, comme Noé a dit, pas de question du public qui permet d'autres types d'intensité, pas d'applaudissements. Moi je trouve que c'est très à la fin pour remercier les organisateurs et tout, c'est tout à fait normal et c'est simple. Mais en vérité, de fait, moi je crois beaucoup que l'applaudissement empêche totalement l'intervention politique. Cet avis, c'était une question très importante et ce n'était pas du tout pour dire qu'il ne fallait pas dire que c'était une question très importante, c'est pas du tout ce que je veux. Et je les comprends très très bien en fait, ces remarques. Et en fait, je dois dire, je suis plutôt d'accord. En fait, l'idée de causalité diffuse, par exemple, moi je ne veux pas passer pour un fil de fer qui n'a jamais d'émotion. D'accord, je vais au concert, je vais au théâtre, j'aime pleurer, j'aime rire, tout ça, j'aime Walt Disney, enfin je veux dire, et j'aime Malheur, enfin je veux dire, je suis pas du tout un fruit sec qui dit que de la théorie, qui va vivre dans les manifestations, et qui voilà, je suis pas du tout ça, et je veux pas du tout donner l'impression que je mets en question l'importance dans la vie du sens, des sensations, d'un type de compréhension du monde qui peut peut-être émerger grâce à une production esthétique, etc.
Donc je n'y vais pas du tout, et je sais très bien que cette théorie de la diffusion, alors il y a aussi la théorie de Schiller, etc., qui s'entendent sur les différents types d'intermédiation qui permettent que l'art produise de l'effet, etc. Donc j'en suis tout à fait conscient et je ne le dis pas du tout. Je dis, de mon point de vue, 2-3 choses. Disons des questions que je pose. C'est un livre dans lequel j'essaie avant tout de poser des questions, comme je dis, des défis aux artistes. Il ne s'agit pas de répondre, je dis je ne suis pas artiste et je ne vais pas dire arrêtez de faire de l'art. Donc c'est pas du tout l'enjeu comme ça de dire c'est être complice du capitalisme, de l'hétéropatriarcat, de faire de l'art, c'est pas du tout ce que je pense. Mais par contre j'essaie de lancer des défis aux artistes pour essayer de faire un art que moi j'appelle éthique, c'est-à-dire qui se situe au-delà de la honte que produit quand même la reconnaissance de la vérité des pratiques artistiques dans notre monde. Je dirais quelque chose ainsi, je dirais que moi, ces sensations-là, je les ai jamais connues. Ouais. Alors peut-être que j'ai une sensibilité particulière, mais moi, je ne peux jamais dire à un spectacle, ou en lisant un roman, ou en lisant une pièce de théâtre, j'ai découvert une sensibilité en moi qui m'a ouvert à quelque chose que je n'avais pas vu par avant. Moi, ce type d'affect-là, il est venu que de la théorie. C'est la théorie, c'est la lecture de la philosophie, de la sociologie, qui m'a permis d'essayer que des artistes ont pris compte de leur travail, qui m'a parfois plus intéressé que leur travail. Ouais. Ou des essais de philosophes sur des artistes qui ont parfois plus produit d'affect en moi que des œuvres en tant que telles. Et je pense que même les œuvres sans les écrits, elles n'auraient pas produit ces effets-là. Ce qui fait que, c'est ce que je dis dans mon livre, à mon avis, il y a toujours nécessairement une forme d'incomplétude de l'art, parce que les effets de l'art nécessitent du texte, alors que du texte ne nécessite pas du texte pour être compris. Par exemple, moi, je ne prends pas de tableau pour expliquer mes livres. Je ne fais pas des monochromes blancs pour expliquer juger. Alors que les gens qui font des monochromes, ils écrivent des livres pour expliquer pourquoi ils font des monochromes. Donc, il y a une incomplétude de l'art par rapport à la théorie. Nécessaire. Il n'y a pas un artiste sans texte. Mais Bourdieu n'a pas peint ou fait de pièce de théâtre pour expliquer ses théories. Donc, ça dit quelque chose d'une forme quand même d'incomplétude de l'art dans les effets qu'il veut produire. Et dont les artistes sont très conscients, sinon ils ne parleraient pas. Ils ne feraient que produire. Et de toute façon, il n'y a pas d'art sans discours. Il y a toujours un curateur, il y a toujours des titres. Il y a toujours un univers, donc ils le savent eux-mêmes, que les effets ne sont pas dans ce qu'ils font. Et donc pas dans ce que tu appelles la forme. L'esthétique, elle est toujours au-delà, pour pouvoir que la forme interpelle, elle est déjà encadrée d'un système de discours qui la précède, je le finis. Et donc, en ce sens, ça reconnaît un échec constitutif du programme esthétique. Pour nous. Deuxième chose, dans l'histoire des transformations objectives des systèmes de pouvoir, ce qui a produit des effets, c'est la pensée. C'est le manifeste du Parti communiste, c'est les essais d'Emma Goldman, c'est le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, c'est sur les punir de Foucault, c'est ça les textes qui de fait produisent des prises de conscience et des transformations objectives et des désirs de mobilisation, ou des documentaires à la télé, ou des formes d'explicitation. À mon avis, on n'a jamais vu de révolution après être allé à l'opéra. Franchement, je crois qu'il y a un exemple en vérité, que Jean-Paul François, qui est en Belgique, en l'occurrence. Voilà. Mais bon. Troisième chose. Quand la causalité est diffuse, alors moi je dirais que si jamais nous devons être un peu utilitaristes, et devant les urgences du monde, et devant le caractère mauvais du monde qui nous est donné de vivre dedans, et même intolérable des systèmes de persécution qui y sont à l'œuvre, la question de la vitesse et de l'urgence, elle se pose. C'est-à-dire que la question que quelqu'un qui décide de faire de l'art pour transformer le monde doit se poser, c'est est-ce que c'est nécessairement le meilleur moyen pour moi de produire les transformations que je veux voir à l'œuvre. Donc un principe utilitariste, un principe de coût-avantage, pour réfléchir à est-ce que la forme d'un tableau, est-ce qu'une sculpture est nécessairement par les effets diffus qui va produire un monde sensible, qui va produire un monde sensible, qui va produire un monde sensible, sont plus efficaces que plein de formes, par exemple financer SOS Méditerranée, par exemple faire une collecte de fonds, par exemple faire un documentaire à la télé, par exemple écrire un livre. Est-ce que ce sera nécessairement la forme la plus efficace? On ne peut pas nécessairement, on ne peut pas toujours plutôt inventer des discours qui visent à sauver l'art au nom d'hypothèses généreuses sur la diffusion, le sens de ça, plutôt que de se demander de façon présentiste, justement, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, si je veux faire l'effet que je veux produire, il n'y a pas d'autre moyen que l'art pour le produire. Et donc, si jamais je veux faire de l'art efficace, est-ce qu'il n'y a pas une manière de renoncer à l'art qui me permettrait d'être beaucoup plus efficace pour produire cette transformation? Quand un artiste dit « je fais cette œuvre pour entendre les voix de machin qu'on n'entend pas », ou
Le jeu, il y a plein d'autres manières d'entendre les voix des gens qu'on n'entend pas. Vous pouvez faire un documentaire à la télé, vous pouvez faire un film de cinéma, vous pouvez faire une série Netflix, ça va être beaucoup plus puissant que faire une installation, une performance. Et donc, à la fin, ces discours-là, il me semble être, ce que je disais un peu au début, une conséquence du terrorisme de la culture, c'est-à-dire on part de l'art, on part de l'intention de le sauver et on invente des théories pour le faire. Ce qui n'est pas du tout mon intention à moi, qui est de partir de la politique, de l'urgence de essayer de transformer le monde, et de se demander quelles sont les pratiques les plus efficaces pour pouvoir aboutir à cette transformation. C'est vraiment une chose sur l'impuissance politique. On pourra toujours dire qu'une manifestation peut construire quelque chose, qui peut construire quelque chose, qui peut construire quelque chose, qui dans 20 ans produire quelque chose. Sans doute ça peut être vrai, mais est-ce que concrètement aujourd'hui, il n'y a pas des formes beaucoup plus puissantes d'action qui permettraient de produire des transformations que des formes rituelles qu'on veut absolument sauver parce qu'on y est habitué? Et je pense qu'en réalité, dans nos vies, c'est pour ça que je crois vraiment à la catégorie de présent, c'est bien d'avoir parlé de ça, nous sommes trop ritualistes. C'est-à-dire, en fait, nous avons incorporé les images de nous-mêmes, des rites, des systèmes que nous reproduisons parce que notre identité est liée à la performance de ces rites et de ces pratiques. Et quand nous pensons le réel, en fait, nous voulons sauver ce que nous sommes déjà en adhérant à des images de nous-mêmes, adhérant à l'image de la politique, à l'image de l'art, à des images de l'universitaire, etc. Et qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire un stop, ou un arrêt sur l'image, quoi, de prendre une distance jugeante par rapport à nous-mêmes via la réflexion et la pensée, et ensuite d'élaborer la possibilité d'être totalement différent pour pouvoir produire les transformations qu'on veut produire. Et je pense que de ce point de vue-là, ça ne met pas du tout en question les analyses que vous avancez, mais ça nuance leurs nuances. Merci. J'aurais deux sous-questions, remarques sous-questions. Est-ce que tu dis que... si on se tutoie toujours, parce que j'ai eu droit à vous voilà. Je vous vois même la maman. Donc il n'y a pas de... Pour moi, le vouvoiement n'est pas du tout à une distance. C'est très simple, qu'on se tutoie sans problème. C'est pour moi que tu dois vous voyez pas. Ok. Ce qu'on avait fait en deal, c'est le tuto. La question que je me posais, c'est que tu disais que l'art n'avait jamais eu cet effet sur toi, ou que quand ça avait cet effet, c'était un effet... c'était par la médiation d'un discours théorique que l'art finissait par être impactant de tout temps, etc. Je me demande si, et depuis le début, depuis qu'on parle d'art, et depuis même l'essai, est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu qui mériterait la peine d'être élevé et être éclairé? C'est que j'ai l'impression que finalement tu souscris d'une certaine manière à une espèce de partition entre low et high culture, et que quand ta critique est pertinente peut-être pour certaines formes d'art contemporain qui se donnent peut-être vraiment pas facilement à travers mille et mille discours, etc. Mais est-ce que c'est pertinent pour toute forme d'art, pour tout médium confondu, etc. C'est vraiment une question ouverte que je pose. Est-ce que c'est pertinent pour la techno? Est-ce que c'est pertinent pour d'autres choses, quoi? Voilà. Et ce serait de dire vraiment en dehors de cette... Et c'est pas de dire que la techno est de la lourde, c'est pas du tout ça. Au contraire, vraiment pas du tout. C'est de dire en dehors de ces catégories-là, quoi. Et puis après, j'avais une autre question. C'était que oui, ton prisme était celui de l'action politique. Qu'est-ce qui produit? Son prisme, c'est celui, méthodologiquement, c'est celui de la stratégie. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'à aucun moment donné dans le réel, les questions se posent en ces termes-là, celui d'un arbitrage entre je vais construire un logement pour pouvoir loger des gens qui sont dehors, et je vais écrire un poème pour que ça parle aux gens. Je crois qu'il y a des choses qui correspondent à des temps de vie, des rythmes, etc. Et je pense pas que le choix utilitariste soit possible, que l'équation se pose vraiment en ces termes. Qu'il y ait des artistes qui se disent est-ce que je vais faire ça ou je vais faire ça dans le but de faire ça. Il y a peut-être une nécessité du poème à un certain moment, etc. Et puis, enfin bon, ça c'est une chose. Et puis après, une autre chose qui est un petit peu liée, c'est quand même que je pense que dans le milieu du militantisme, je suppose que les gens sont vraiment portés par des affects, par des histoires, par des récits, etc. Et que les récits, il n'y a
n'y a pas que le versant mensonger, donc les univers parallèles, etc. Je pense qu'il y a des science-fiction qui sont très porteuses pour des mouvements politiques. Je pense qu'il n'y a pas de... Bon, ça paraît un peu cucu, mais c'est des pentes, donc elle peut se le permettre, mais elle disait il n'y a pas de révolution sans rêve. Bon, après, la révolution, déjà, ça c'est problématique, une révolution. Ah, ouais. Mais en fait, je crois que... Ouais, allez, si on dit ok, des pentes, c'est pas grave. Il n'y a pas de révolution sans rêve. Je crois que c'est important de nourrir les luttes de récits, de nourrir les luttes d'images, de musique, etc. quoi. Je pense que ça a un impact et qu'il n'y a jamais une équation utilitariste qui se pose telle quelle dans le réel. Il n'y a aucun moment donné une personne qui va se demander si ça vaut plus le coup d'aller casser une banque ou d'écouter du rap. On peut aussi casser une banque en écoutant du rap. Avant que tu répondes, en fait, non, c'est super difficile parce que j'ai envie de réagir et en même temps je vais peut-être dire des grosses bêtises. Votre conversation et votre différence de paradigme m'a vachement intéressé. Je pense que moi je fais du tout un garçon polémique, donc j'arrive souvent à essayer de composer ensemble. Mais je me demande si, au fond, toi le geste que tu fais, et tu as parlé du réductionnisme, c'est ce geste de réduction sur les idéologies politiques. Tu ramènes, et c'est très important, c'est un geste de réduction de la politique au réel et du plan de l'art au réel, du plan des idéologies politiques que tu essayes de l'affaisser en fait. Enfin, je ne sais pas si tu pourras me corriger sur le mot. Bref, et que tu déconstruis. Et qu'au fond, ce geste de réduction de ce que parle Geoffroy, autant il est très très intéressant au niveau politique, au niveau artistique, de faire introduire le réel comme ça, comme tu le fais. Et c'est ce que critique Clarisse, il me semble, mais sur un autre plan. Enfin, je propose pour ta réponse. Parce qu'au fond, dans un premier temps, ce geste est très intéressant, mais au niveau des pratiques artistiques, des pratiques politiques, j'ai l'impression que le geste plus intéressant, c'est pas le geste de la réduction, ce qui est un geste de réduction pragmatique, que tu fais souvent, mais pragmatiquement un geste de multiplier les luttes. Et je pense que tu serais d'accord avec ça. Et au fond, j'ai l'impression que moi, c'est la manière dont je comprends ce que dit Clarisse, c'est au fond de multiplier les formes d'engagement, d'affect, de sensibilité, que ce soit au niveau artistique ou au niveau politique. D'un côté, il y a le geste de réduction des idéologies qu'il faut déconstruire, donc la référence à l'art, la méfiance par rapport à la survalorisation des catégories politiques que tu critiques dans la conscience politique, le pacte social, enfin des choses qui sont des impressions vides, ou l'art pour l'art, etc. D'un côté, ce geste de réduction, et de l'autre côté, le geste de la multiplication des modes d'engagement ou des pratiques par lesquelles faire exister des choses, que ce soit politique, artistique. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est composable, les deux, que pragmatiquement, on peut réduire d'un côté au réel, et puis multiplier par le réel les nouvelles formes d'engagement, de la sensibilité, etc. C'est une proposition. Ça. Non, mais de fait, une des questions qui est vraie de ce point de vue-là, c'est la première question sur les types d'art. Est-ce que ça s'applique à toutes les formes de pratique? De fait, l'une des questions que je me suis posée quand j'ai rédigé ce livre, c'était la question du monisme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une théorie de l'art en vérité? C'est-à-dire en quoi est-ce qu'on peut analyser la danse, comme on analyse l'opéra, comme on analyse la littérature, comme on analyse la peinture? Et c'est une question importante ça en vérité, et même plus largement que ça, est-ce qu'on peut, puisque c'est un livre qui fait suite à Penser dans un monde mauvais, qui était plus sur les sciences sociales et la philosophie, est-ce qu'on peut avoir un paradigme identique d'interrogation des pratiques langagières rationnelles comme la philosophie ou les sciences sociales et d'autres formes de choses qui ont rapport plutôt au sens, à l'esthétique, aux affects, aux percepts, etc. Et est-ce que le monisme éthique en vérité est pertinent? C'est une vraie question. C'est pour ça que je pense que la question d'avoir une forme de pluralisme et d'attentif à différents types de formes qui peut permettre de ne pas soumettre brutalement toute forme de pratique à un paradigme, etc., se pose. Malgré tout, je pense que le monisme éthique, il est pertinent, c'est-à-dire que la question que moi je mets au début de l'art possible, de penser dans un monde mauvais, mais au début de toute forme de vie, en vérité, qui est la question de la honte, qui est la question de quelle manière est-ce que la vie sociale est une vie de honte, étant donné
les systèmes de domination qu'on voit devant nous, marcher dans la rue, on se prend un restaurant et voir un clochard, savoir les gens qui se meurent dans la Méditerranée, savoir les enfants qui sont dans des mines et qui meurent à 30 ans pour le type d'iPhone, etc. Enfin, ce type de chaussures qu'on a faites par des enfants, etc. Donc ce type de complicité objective qu'on a avec un monde dégueulasse et de persécution, et que le simple fait de vivre renvoie à la question de la honte de vivre dans ce monde-là, et de ne pas avoir envie de participer à sa reproduction, et que d'autant plus si jamais on décide de prendre position dans des formes symboliques préalables comme la théorie, la philosophie ou l'art, en adossant son discours à l'idée que ce sont des pratiques dotées de valeur, on est d'autant plus responsable de les faire vivre d'un point de vue éthique. C'est pour ça qu'effectivement, mon livre s'adresse avant tout aux formes d'art qu'on peut appeler légitimes, c'est-à-dire à celles qui revendiquent qu'elles sont un peu autre chose que ce qu'elles sont. C'est-à-dire celles qui vont dire, je ne fais pas du divertissement pour la bourgeoisie, c'est la grandeur de l'humanité, c'est les œuvres fondamentales de l'œuvre, c'est ce qui nous rassemble, etc. Et effectivement, je ne pense pas du tout que le caractère de mauvaise foi qui est alors dans l'œuvre dans la musique classique soit le même que dans le rap, dans la techno, qui prétendent pas du tout en fait avoir ce type de dignité humaine que prétend avoir l'art dominant en vérité. Et donc je confonde beaucoup plus, à mon avis, les pratiques qui pensent qu'elles font autre chose que ce qu'elles font. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un art honnête, c'est-à-dire un art honnête par rapport à ce que si tu disais un rappeur qui dit moi mon but c'est de faire que les gens aient envie de tout cramer. Ça, je peux le comprendre très bien en vérité, parce que c'est une fonction que je peux comprendre inscrite dans un programme musical. Mais si le but c'est l'humanité commune, la grandeur de l'art, etc., les percepts et tout, là je sais qu'en vrai c'est un mensonge, parce que c'est un mensonge par rapport aux lois de la sociologie et de l'habitus culturel et de la domination culturelle objective dans nos sociétés, ou de la redistribution des rapports à la culture. Donc effectivement, cette question du monisme, elle est très importante. Sur la phrase de dépense sur le rêve, qui est inhérent à l'idée de révolution. Ça renvoie pas à l'idée de révolution, c'est que l'idée de révolution, c'est intéressant que ce soit le mot révolution qu'elle emploie, parce que le mot révolution est un mot mensonger, puisque ça n'existera jamais. Un monde apaisé sur Terre, etc. Donc sans tension, sans contradiction, sans bagarre, sans police, etc. Donc c'est un monde vide. Et donc effectivement que ce vide politique soit lié à des émotions mensongères me paraît assez juste en vérité. C'est-à-dire, ça me paraît nécessaire, mais ça va dans mon sens. C'est que en fait, c'est comme la révolution mensongère, elle est propice à ce type de mensonge qui s'appelle l'art. Et donc c'est pour ça que ça va souvent ensemble de vouloir faire la révolution et de chanter des chansons. Parce qu'en fait, c'est de lire des livres, etc., ou d'avoir des images fictives, parce que c'est une fiction. L'idée de la révolution, oui, j'ai bien compris, mais je le remets devant le compter, en fait. Je le tords dans mon sens. Et je pense qu'effectivement, cette forme de radicalité politique, pour moi, elle n'a pas du tout besoin d'affect. Pour être efficace, moi j'ai souvent dit, par exemple, pour revenir le présentisme, que l'une des choses sur lesquelles j'aimerais fonder aujourd'hui, dans le livre que je suis en train de faire sur la sociologie, une pratique de gauche ou de justice sociale, c'est la question du vitalisme. C'est-à-dire, au fond, d'essayer d'analyser assez rationnellement quelles sont les formes de vie exposées à cette fameuse définition du racisme qu'avait donnée Rosalie Moore, qui est une grande juriste américaine, sur le racisme, c'est l'exposition prématurée à la mort de certaines populations. Le fait que certaines populations meurent de façon prématurément parce qu'elles sont exposées à la privation, à la police, à la prison, etc. Et qu'en fait, on peut définir les populations victimes de quelque chose qui s'appellerait le racisme par le fait qu'elles sont exposées à des formes de prédation et de mutilation prématurée par rapport à d'autres formes. Dans ce moment-là, vous pourrez très bien imaginer faire un tableau des espérances de vie, en bonne santé, par exemple. Un tableau statistique de qui meurt avant qui a un accident du travail avant qui. Il y a quelques jours, j'ai vu au cinéma une avant-première du film de François Ruffin qui va sortir le 13 octobre. Je ne sais pas si vous allez le voir ici aussi, qui s'appelle Debout les femmes, que je vous incite à voir, qui est l'un des plus beaux films que j'ai vu ces dernières années, où vraiment de beauté, enfin vraiment l'un des plus grands même manifestes féministes qu'on peut imaginer. C'est sur les personnes qui sont aides à la personne, donc soit des femmes qui s'occupent de femmes souvent âgées chez elles, soit de femmes qui s'occupent d'enfants handicapés à l'école, qui les accompagnent, qui ont des temps de travail dégueulasses, qui ne sont pas payés même pas au SMIC parce que les temps de trajet ne sont pas comptés. Enfin, il y avait un film aussi de Ken Loach il y a très peu de temps qu'il avait raconté, donc elles travaillent 12 heures par jour, mais elles sont payées 6 heures, donc à la fin elles font 600 € par mois, c'est vraiment ça. Et par exemple, je ne savais pas, mais c'est le taux d'accident du travail le plus grand, plus que les ouvriers du bâtiment. C'est les vies les plus mutilées. Alors il les rassemble, elles sont vite, elles racontent toutes: opération du talon d'Achille, opération de Jules, opération de l'épaule, 8 mois d'arrêt, hernie discale. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui portent des femmes âgées, lourdes, qui leur tombent dessus, parce qu'elles sont âgées, donc elles se font une rupture du ligament, etc. Bon, ça c'est des vies mutilées. Des vies exposées à la blessure et à la souffrance et à la mort prématurée. Et moi je pense que si jamais on fait un tableau statistique des vies mutilées, qui est soumis au viol, à l'agression, à la mort, à la faim, etc., statistiquement, en vérité, et ben moi je pense que si on fondait la radicalité politique sur le fait de changer ces statistiques-là,
bah pour moi, ce serait beaucoup plus joyeux qu'un affect vide, en vérité. C'est-à-dire si j'avais montré qu'à la fin de ma vie, dans, j'espère, disons, je sais pas quel âge j'ai, disons 60 ans, il y avait quelques populations dont l'espérance de vie, ou de non-blessure, ou de non-viol, avait un peu augmenté, bah, j'aurais pas besoin de plus pour être ému. J'aurais besoin d'un affect, en vérité. Donc je pourrais presque fonder mon émotion politique sur des statistiques mathématiques, beaucoup plus que sur des chansons révolutionnaires. Peut-être parce que derrière, c'est précisément pas les statistiques. Ça se modélise après, mais... Ouais. Enfin, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci. Je regarde un petit peu l'heure. Je pense que je vais te poser une dernière question qui est un peu difficile qui est un peu difficile à poser. Justement, c'est sur une idée sur laquelle je pense, à laquelle je crois pas du tout que tu utilises, et à laquelle je pense que tu te trompes en l'utilisant. Au fond, c'est l'idée de deuil qui revient dans l'art impossible et qui revient aussi dans sortir de notre impuissance politique. Tu dis que lorsqu'on lutte, au fond, on est toujours dans le deuil des luttes qu'on ne mène pas. Et moi, je crois pas du tout à cette idée-là, parce que je pense que quand on lutte, quand on crée, au fond, moi j'ai l'impression que plus on se situe, plus on sait où on est, plus on sait d'où on parle, ce qu'on fait exister, plus on peut se connecter à d'autres manières de faire, d'autres manières de faire exister ailleurs, par d'autres, etc. Et que, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est moins le deuil de la diversité qu'on ne peut pas assumer que l'accueil de cette diversité à partir du moment où on se situe. Et en fait, alors tu utilises le deuil pour décrire nos engagements. Et c'est ça que je trouve pas très souhaitable, en fait. Parce que les manières de nommer sont toujours des manières d'agir. Enfin, c'est une conception très sartrienne du mot. Et moi, je proposerais, je trouverais plus intéressant de proposer, qui est beaucoup plus proche de la honte dont tu parles, qui je pense est centrale et qui est très importante aujourd'hui. Il y a une grande littérature de la honte et des théories de la honte dont tu fais partie. Je poserais beaucoup plus la question de la position d'innocence et de non-innocence, qui me prend beaucoup plus proche de ce que tu veux faire. Parce que au fond, j'ai l'impression que quand on milite, et qu'on se dit qu'on veut faire partie de toutes les causes, et que donc on est dans un deuil de n'en faire pas partie, ce qu'on recherche parfois inconsciemment, c'est une position d'innocence. C'est de dire qu'au fond, plus on va dénoncer, plus on va faire partie de toutes les luttes, plus c'est les autres les coupables et c'est pas nous. Et au fond, j'ai l'impression que l'art et l'engagement impossible, c'est précisément cette position d'innocence impossible. Et que ce serait plus intéressant de camper une position de non-innocence, de placer ce trouble de la non-innocence au centre de la création, au centre de la politique, sans vouloir l'évacuer. Et c'est un peu ce que dit, on l'a cité plein de fois aujourd'hui, Despentes quand elle dit « rien ne nous sépare de la merde qui nous entoure ». J'ai l'impression qu'au fond, il faut se rendre capable de répondre à cette situation où on n'est effectivement pas les bourreaux, mais ça ne veut pas dire qu'on est non plus innocent, et en plus ce serait aussi assez proche d'une critique de la pureté pureté militante ou pureté théorique que tu critiques aussi. Et pour revenir, j'ai l'impression que quand tu crées des alternatives infernales dont parlait Clarisse, dans nos actions, entre soit on ratifie le monde, on collabore, etc., soit on lève les systèmes d'oppression, ben on se dit, ah mais c'est très chouette, moi je fais partie de ceux qui lèvent les systèmes d'oppression, et donc quelque part, je suis innocent de ces systèmes, ou alors je cherche une position d'innocence. Alors que dénoncer n'engage à rien, et que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant dans la création et dans l'art, et dans la politique, de camper une position de non-innocence. Voilà. Ben, je ne saurais pas te répondre. Parce que de fait, là, ça renvoie à la manière dont chacun articule des mots et des langages épistémologiques un peu à soi. C'est vrai que moi, je ne me pense pas coupable. Je ne suis pas responsable des choses que le monde m'a offert ou m'a imposé de vivre.
je me sens pas du tout coupable. Les responsabilités que j'aurais ou de culpabilité que j'aurais à des systèmes de pouvoir dont j'hérite, dont on m'impose à vivre dedans, dont des gens qui s'accaparent l'appareil d'État m'obligent à contribuer par l'impôt, sinon on me met en prison comme ça, etc.